Je ne me suis jamais considérée comme paranoïaque. En fait, je me suis toujours considérée comme exactement le contraire. Une personne rationnelle. Une de celles qui ont besoin de preuves pour croire à quelque chose d'inhabituel. J'ai grandi en entendant dire que la peur excessive vient plus de l'imagination que de la réalité. Et pendant longtemps, j'ai accepté cela comme une règle de vie. Les bruits nocturnes avaient une explication. Les portes grinçaient à cause du vent. Les ombres changèrent de forme parce que l'angle de la lumière changeait. Rien de plus. Je riais quand quelqu'un disait qu'il avait l'impression d'être observé. Je pensais que c'était le fait de personnes très impressionnables. Aujourd'hui, je ne ris plus. Aujourd'hui, je sais qu'il existe une ligne très fine entre l'imagination et la réalité. Et le plus effrayant, c'est qu'on ne sait jamais exactement quand on franchit cette ligne. Il n'y a aucun avertissement. Il n'y a aucun signe clair. Un jour, on se rend simplement compte que quelque chose a changé. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard pour faire semblant de n'avoir rien vu. Tout a commencé il y a de nombreuses années, quand j'étais encore au lycée. J'étudiais dans un district scolaire relativement riche du Connecticut. C'était un endroit où les écoles avaient suffisamment de ressources pour organiser fréquemment des excursions, des voyages supplémentaires et des activités extrascolaires. Je faisais partie de la chorale de l'école et, chaque année, il y avait au moins 1 ou 2 voyages parmi lesquels la classe pouvait choisir. Cette année-là, j'étais en 2e année de lycée. L'un de ces voyages nous a emmenés dans un complexe touristique appelé Woodloch Penis, en Pennsylvanie. Le trajet en bus a duré plusieurs heures. J'étais assis à côté de mon ami Landon. Nous savions déjà que nous allions partager la même chambre et, dès le début, nous avons pensé que le voyage se passerait tranquillement. C'était en novembre. Il faisait froid. Ce n'était pas la période des vacances. Cela ne semblait pas être un endroit où quelque chose d'intéressant pouvait se produire. Le programme prévoyait un séjour de 3 jours. 4 animateurs étaient chargés de superviser le groupe, mais ils ne nous surveillaient pas constamment. Il suffisait de leur indiquer où nous allions et quelles activités nous avions prévu de faire. Le premier jour s'est déroulé normalement. Il a même été plutôt sympa. Landon, 2 de nos amis et moi avons passé la journée à essayer différentes activités proposées par le centre. Nous avons fait du karting, de l'escalade sur des murs artificiels et de la natation dans la piscine chauffée. Le soir, nous avons dîné tous ensemble, puis nous sommes retournés dans nos chambres. Tous les élèves n'étaient pas logés dans des chambres voisines. Notre chambre était au 1er étage, et c'est important. Elle avait une porte coulissante en verre qui donnait sur la colline. En bas, le lac reflétait la lumière de la lune. C'était magnifique, tranquille, silencieux. Après avoir flâné un peu plus longtemps, nous sommes retournés dans notre chambre vers 22h. Nous avons fermé la porte, mais laissé les volets ouverts. La lune illuminait le lac d'une lumière presque hypnotique. Aucun d'entre nous n'y voyait de problème. Si nous avions su, nous étions allongés, chacun dans son lit, essayant de dormir. Nous nous tournions et nous retournions. Parfois, nous disions des bêtises. Parfois, nous restions silencieux. Si je devais deviner, je dirais que cela a duré près d'1 heure, jusqu'à ce que Landon crie. C'était un cri court et aigu, plein de panique. Un son qui ne semblait pas être une plaisanterie, même pour 1 seconde. Mon corps a réagi avant mon esprit. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant fort, essayant de comprendre ce qui se passait. Landon était dans le lit le plus proche de la porte vitrée. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en me levant. Il n'a pas répondu. Il a simplement pointé son doigt tremblant dans cette direction. J'ai suivi le mouvement de son doigt. Et alors j'ai vu. De l'autre côté de la porte vitrée se tenait une femme. Elle était très grande, très mince. Elle semblait plus âgée, avec de longs cheveux gris tombant en désordre. Elle était très proche de la vitre, si proche qu'il était possible de voir clairement les contours de son visage. Ses mains étaient appuyées contre la vitre, une de chaque côté de son visage, comme si elle essayait de mieux voir ce qui se passait à l'intérieur. Elle ne souriait pas. Elle ne montrait pas sa curiosité habituelle. Son regard était vide, immobile, évaluateur. On aurait dit une scène de film d'horreur. Avant que l'un d'entre nous ait pu réagir, la femme s'est simplement éloignée et a disparu de notre vue. Landon m'a regardé, attendant que je fasse quelque chose. J'ai senti cette pression silencieuse. Si je me levais, il se lèverait aussi. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons ouvert la porte et couru dans la rue. Il n'y avait personne. Le chemin en béton qui passait devant les chambres était complètement désert. Pas une âme, pas un mouvement, pas un bruit, sauf le vent froid.
La pelouse autour était également vide. Personne ne descendait la colline. Personne ne la remontait. Rien. Nous avions tous les deux vu cette femme. Impossible de le nier. Impossible de prétendre que c'était le fruit de notre imagination. Le lendemain matin, nous n'avons rien dit au moniteur. Nous ne savions pas comment expliquer cela sans passer pour des fous. Mais nous l'avons raconté à 2 de nos amies. Au début, elles ont ri. Puis elles ont compris que nous ne plaisantions pas. La 2e nuit est arrivée. Après une journée bien remplie, nous sommes retournés dans notre chambre par la porte arrière. Cette fois, nous avons fermé les volets dès que nous sommes entrés. Pas de vue magnifique sur la lune. Pas de distraction. Landon s'est endormi rapidement. J'ai mis plus de temps. Au bout d'une demi-heure environ, je me suis endormie et je me suis réveillée dans le silence. Je ne sais pas ce qui m'a réveillée. Ce n'était pas un bruit. Ce n'était pas un rêve. C'était un sentiment profond que quelque chose n'allait pas. Je me suis assise lentement sur le lit. « Landon ?» ai-je murmuré. Pas de réponse. Instinctivement, j'ai tourné la tête vers son lit et je ne l'ai pas vu. Quelque chose bloquait ma vue. J'ai levé les yeux. Elle était là, une grande femme, très proche. Si proche qu'elle semblait occuper tout l'espace au-dessus de mon lit. Elle a reculé lentement de 2 pas et a dit d'une voix très calme. La porte arrière était ouverte. Après cela, elle s'est retournée et est partie. Je ne bougeais pas. Tout mon corps tremblait, comme si mes muscles avaient oublié comment obéir. J'ai réveillé Landon. Je lui ai tout raconté. Nous avons verrouillé la porte, fermé les volets et décidé de ne pas dormir jusqu'au matin. Il était déjà presque 4 heures du matin. Nous n'allions pas perdre beaucoup de sommeil. À l'aube, nous sommes allés directement à la salle à manger. Après le petit déjeuner, nous sommes retournés dans le bâtiment où se trouvaient les chambres, prêts à tout raconter au moniteur. Et puis nous l'avons vue. La femme était assise dans l'une des chambres voisines. On pouvait la voir à travers la vitre. Elle était assise sur le lit, les mains croisées sur les genoux, se tenant droite et regardant vers la porte. Elle nous regardait, nous. Nous avons couru à la réception et avons tout raconté aux employés. Ils semblaient confus, dépassés. Après beaucoup de persuasion, ils ont accepté d'aller dans la chambre de la femme. Là, ils l'ont trouvée, et un homme âgé assis sur un autre lit. Ils ont dit que la femme avait des troubles mentaux. L'homme ne semblait pas normal non plus. Il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas chez eux. Ils n'étaient pas adaptés à un complexe hôtelier familial. Cependant, les employés ont refusé de les expulser. Après de longues discussions, notre excursion a pris fin prématurément. Nous sommes rentrés chez nous. Landon et moi n'avons jamais été aussi heureux de quitter un endroit. Et ce n'était que le début. Pendant longtemps, j'ai essayé de considérer ce qui s'était passé dans ce complexe comme un cas isolé. Bien sûr, c'était étrange. Inexplicable peut-être, mais isolé. Une de ces histoires que l'on raconte de temps en temps, puis que l'on range dans un coin de sa mémoire, où l'on n'a pas besoin d'y revenir souvent. Mais le problème avec la peur réelle, c'est qu'elle ne disparaît pas. Elle attend. Des années plus tard, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Mais à l'époque, je n'étais pas assez mûre pour le comprendre. Je devais remonter encore plus loin dans le temps. Quand j'étais en 4e année, notre classe a fait une excursion dans un endroit qui était à la fois un zoo rural et un centre éducatif. Il se trouvait à environ 1 heure de route de l'école. Je me souviens que le temps était nuageux, avec cette pluie fine et rare qui ne dérange pas, mais qui rend tout gris. L'endroit était petit, chaleureux. Il y avait des animaux communs, rien d'exotique. Des chèvres, des oiseaux, des petits mammifères. Tout était destiné aux enfants. Il y avait aussi un grand bâtiment fermé, où étaient conservés des animaux empaillés, d'anciennes expositions et d'autres attractions dont, pour être honnête, je ne me souviens pas très bien. J'étais différent à l'époque, un peu étrange, antisocial. Je faisais des choses étranges, sans m'en rendre compte. Les professeurs et ma mère s'en rendirent compte. C'est peut-être pour cela que personne n'a été surpris, lorsque, pendant l'excursion, je me suis simplement éloignée du groupe et suis entrée seule dans l'une des toilettes du bâtiment. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis lavé les mains et je suis sortie. Le couloir était vide, silence total. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai commencé à me promener dans l'un des couloirs que le groupe n'avait pas encore visité. L'éclairage était faible, jaunâtre. La moquette rouge foncée semblait absorber le bruit de mes pas.
Des vitrines avec des animaux empaillés étaient alignées le long des murs. Des yeux de verre, des corps immobiles, des expressions faciales figées à jamais. Mon esprit enfantin a commencé à inventer des histoires. Et puis j'ai vu un homme. Il était caché derrière une pile de chaises empilées contre le mur. Il essayait manifestement de se cacher. Pour une raison absurde, j'ai ri. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un employé qui plaisantait, un adulte qui essayait d'effrayer les enfants. Il s'est levé lentement et s'est approché de moi. « Savez-vous où se trouve le reste du groupe » m'a-t-il demandé. J'ai répondu que non. Il m'a pris par la main. « Alors viens avec moi. » Je n'ai pas posé de questions. Je pensais qu'il me ramenait. Il m'a conduit jusqu'à la porte latérale. Nous sommes sortis. Dehors, il y avait quelques bancs, des poubelles et une forêt toute proche. C'est là que tout a changé. Il a serré ma main plus fort, beaucoup plus fort, jusqu'à me faire mal. Il a commencé à me tirer vers les arbres. Mon corps était paralysé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, mais j'avais tellement mal au ventre que j'ai cru que j'allais vomir. Puis quelqu'un a crié, un cri aigu, désespéré. C'était l'une des enseignantes, de l'autre côté de la clôture. À ce moment précis, l'homme m'a lâché et s'est enfui dans la forêt, disparaissant entre les arbres. Quelques instants plus tard, plusieurs professeurs ont accouru et m'ont traîné à l'intérieur du bâtiment. Certains me criaient dessus, d'autres m'embrassaient, tous parlaient en même temps. L'excursion s'est terminée là. Ils ont appelé mes parents. Ils ont appelé la police. Nous sommes retournés au bus. Mais lorsque le bus a quitté le parking, je l'ai vu. L'homme était caché au bord de la route, dans les buissons, et regardait les bus partir. Il me regardait, moi, et je suis resté silencieux, peut-être par honte, peut-être par peur, peut-être pour une raison que je ne pouvais pas encore expliquer. Mais je n'ai dit à personne que je l'avais revu là-bas. Je voulais croire que tout était fini, mais ce n'était pas le cas. Au lycée, déjà plus âgé, j'ai choisi un cours optionnel sur les énigmes, la mythologie et les cas étranges. J'ai toujours été attirée par ces choses, peut-être pour essayer de comprendre ce qui me hantait depuis l'enfance. Le professeur a organisé une excursion dans un village abandonné à proximité. Personne ne savait exactement pourquoi cet endroit avait été abandonné. Construit au début du XXe siècle, il semblait avoir été abandonné soudainement. La route qui y menait traversait une forêt dense. Lorsque le bus s'est arrêté, le silence était presque assourdissant. De vieux bâtiments en briques, des fenêtres condamnées par des planches, des trous dans les murs, des trous dans le sol, creusés pour donner accès aux caves. Tout dans cet endroit semblait anormal. Un bâtiment se démarquait particulièrement, plus haut, plus imposant, plus observateur. Pendant que le professeur conduisait le groupe vers la vieille église du village, mon ami Ben et moi avons échangé un regard. Sans dire un mot, nous nous sommes éloignés du groupe. Nous avons trouvé un trou creusé derrière le grand bâtiment. À l'intérieur, un escalier rouillé descendait jusqu'au sol en béton. Nous sommes descendus. L'air en bas était lourd, humide. Il y avait des bouteilles de bière vides, des graffitis sur les murs, de vieilles planches éparpillées. Nous avons trouvé un escalier en bois qui menait vers le haut, vers un bâtiment complètement sombre. Malgré notre peur, nous sommes montés. L'étage était étroit, plein d'ouvertures donnant sur de petites pièces. L'obscurité était totale. Même pendant la journée, on aurait dit que la nuit était tombée. Nous avons décidé de partir. C'est alors que nous avons entendu un bruit. Quelque chose de lourd était tombé dans l'une des pièces. Un bruit sec qui frappait le béton. Nous nous sommes arrêtés. Au lieu de fuir, nous nous sommes lentement approchés de l'ouverture. Nous avons braqué les lampes torches de nos téléphones portables vers elle. Et nous avons vu 3 hommes, debout, silencieux, à quelques mètres de nous, juste devant nous, comme s'ils attendaient. Ils ne criaient pas, ils ne bougeaient pas, ils regardaient simplement. Nous avons couru, nous avons monté les escaliers, nous sommes sortis du trou, nous sommes retournés vers le groupe, haletants. Nous n'en avons pas parlé au professeur. Mais avant de partir, j'ai regardé le bâtiment une dernière fois. À l'une des fenêtres de l'étage supérieur, j'ai vu un visage. La fenêtre n'avait pas de rideau. Le visage me regardait. À l'époque, j'essayais de trouver une explication rationnelle. Des sans-abri, des curieux, des criminels cachés. Mais au fond de mon âme, quelque chose en moi a reconnu ce regard. Ce n'était pas de la curiosité,
c'était de l'observation. Pendant longtemps, je me suis forcée à croire que toutes ces expériences n'étaient que des coïncidences. Des personnes au mauvais endroit, au mauvais moment. Des moments isolés que mon esprit associait obstinément par peur. Mais il y a une différence claire entre coïncidence et régularité. Et les régularités commencent à se manifester lorsque vous cessez de fuir vos souvenirs. Après le voyage dans le village abandonné, quelque chose en moi a changé. Pas immédiatement, mais imperceptiblement. J'ai commencé à regarder très attentivement les fenêtres, les reflets, les pauses très longues, les mouvements qui semblaient n'avoir aucun sens. Mais malgré tout, j'ai réussi à aller de l'avant. J'ai terminé mes études. J'ai commencé à travailler. Pour la première fois, j'ai vécu seule. Je pensais que tout cela appartenait enfin au passé. J'avais tort. Le quartier où je vis aujourd'hui n'est pas très agréable. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on rêve de vivre. C'est celui qui correspond à mon budget. Des maisons entassées les unes sur les autres. Des rues étroites. Un éclairage faible. Du bruit d'un côté, trop de silence de l'autre. D'un côté de ma maison, les voisins sont bruyants. Musique forte. Disputes. Les gens vont et viennent. C'est désagréable mais prévisible. De l'autre côté, tout est différent. 2 femmes y vivent. L'une est plus âgée, avec un visage toujours sévère et amer. Le genre de personne qui semble garder rancune depuis des décennies. L'autre est plus jeune, mais souffre clairement de graves troubles mentaux. Cris, hystérie, pleurs, rires inappropriés. Parfois, je les voyais dehors. La femme plus âgée tenait la plus jeune, essayant de la contenir, tandis qu'elle me montrait du doigt. Elle criait des choses que je ne comprenais pas. Elle me regardait comme si j'étais une menace, ou une cible. Cela me causait une profonde inquiétude. Certains soirs, je rentrais chez moi plus tôt, juste pour ne pas passer devant elle, jusqu'à cette nuit où j'ai perdu patience. Les cris étaient insupportables. Il était déjà minuit passé. Je me suis approchée du portail et leur ai demandé fermement de se taire. C'était une erreur. Quelques heures plus tard, je me suis réveillée dans le noir avec la sensation la plus ancienne et la plus familière que je connaissais. Je n'étais pas seule. J'ai entendu une respiration. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone portable et allumé l'écran. La lumière a éclairé le coin du lit. Elle était là. La plus jeune des femmes. Très proche. Assez proche pour que je puisse voir ses yeux grands ouverts, fixés sur moi, sans cligner des paupières, observant. Elle a crié, j'ai sauté du lit et j'ai couru. Elle m'a couru après. À la dernière seconde, j'ai réussi à verrouiller la porte de la chambre. J'ai appelé la police, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. Elle a été emmenée cette nuit-là. La femme plus âgée est restée debout devant la maison, me regardant avec une haine silencieuse que j'avais déjà vue auparavant sur d'autres visages, à d'autres moments de ma vie. Une haine qui n'a pas besoin de mots. Ils vivent toujours là-bas. Et maintenant, je dors avec la porte fermée à clé. Fermée même quand il fait chaud. Fermée même quand je suis trop fatiguée pour m'en soucier. Parce qu'avec le temps, certaines choses sont devenues impossibles à ignorer. La véritable horreur n'est jamais venue des monstres. Elle n'est jamais venue des forêts. Elle n'est jamais venue des lieux abandonnés. Elle est toujours venue des gens ordinaires, des gens proches, des gens qui connaissent votre routine, qui savent où vous dormez, qui savent quand vous êtes seul. Et puis, des années plus tard, une fois adulte, tout est devenu clair. Le complexe touristique, le zoo, le village abandonné, les voisins, tous ces endroits avaient quelque chose en commun. Ce n'était pas l'environnement, ce n'était pas l'âge. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le regard, le même regard vide, évaluateur, silencieux, le regard de ceux qui n'envahissent pas immédiatement, le regard de ceux qui observent et attendent. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui a changé ma vision du monde. Certaines personnes n'attaquent pas, certaines personnes ne jouent pas, certaines personnes n'ont pas besoin d'agir. Elles observent. Et parfois, le simple fait d'être remarqué suffit à les faire reculer. Mais pas toujours, car il y a des gens qui ne veulent pas être découverts. Ils veulent être oubliés. Et quand ils se rendent compte que vous les avez remarqués, quand ils se rendent compte que vous les avez compris, quand ils se rendent compte que vous en avez trop vu,
le danger cesse d'être abstrait. Aujourd'hui, je fais attention aux fenêtres, aux reflets, au silence, et surtout à ceux qui regardent longtemps. Car j'ai appris de la manière la plus terrible que le véritable horreur ne vit pas dans les histoires. Il vit à vos côtés, il étudie votre routine quotidienne, il observe, et parfois, il attend.